Salut! Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour une deuxième vidéo illustration dédiée au Cifé du Wings Club. La dernière fois, je vous avais proposé de suivre mon processus de redesign pour Bloom, Stella, Flora, Musa, Tekna et Layla sous leur forme civile. Et je vous invite vivement à découvrir cette première partie si ce n'est pas déjà fait. Mais comme une Wings ne peut être une Wings sans ses ailes, il est enfin temps de s'attarder sur leur toute première forme féerique, le Magic Wings. Je vais le repréciser, mais je ne vise pas à proposer des versions dites améliorées des designs originaux. En effet, le Magic Wings est une transformation franchement très impactante, mais surtout qui a su imposer la série Wings Club par une esthétique moderne et nouvelle de la fée. Mon but à travers ces redesigns est de me concentrer sur une appropriation plus personnelle, dirigée par une volonté de travailler plus profondément au travers des identités de chaque Wings. Leur pouvoir, leur histoire, leur culture et leur personnalité sont alors des points centraux pour moi, autour desquels j'ai décidé de travailler mes propres formes Magic Wings et Charmix. Mais en plus, la nouveauté avec cette seconde partie, c'est de vous proposer un élargissement personnel de l'univers du Wings Club à travers des théories, des hypothèses, des idées, etc. etc. Mais avant tout, l'objectif est de s'amuser, donc je vais pas blablater plus longtemps, c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite, si tu souhaites me soutenir, à t'abonner à la chaîne, aimer, commenter et partager cette vidéo, et en plus, si ça t'intéresse de découvrir plus largement mon univers, à me suivre sur Instagram. Merci à toi et bonne vidéo. Avant de commencer, il me semblait quand même important de redéfinir ce qu'est le Magic Wings. La magie des Wings est le nom qui a été attribué à la première transformation de nos chères fées. En effet, seule forme n'ayant jamais été nommée de manière claire, celle-ci s'est finalement trouvée caractérisée par la phrase clé qui semblait permettre l'invocation de cette force. En réalité, les formes féeriques résultent de la concentration de son énergie magique, ce qui va permettre d'accéder à une forme plus élevée de soi, permettant à la fée d'être au maximum de sa puissance. Comme toute transformation, le Magic Wings est une étape dans la vie d'une fée. En effet, pour accéder à cette forme, il faut d'abord croire en soi et en sa magie. C'est-à-dire que la première année d'études à Alphéa a d'abord pour objectif d'atteindre cette forme féerique novice qui est vouée à se développer pour atteindre la forme dite ultime, l'Enchantix, en passant par une forme intermédiaire, le Charmix. Même si, plus tard, avec l'entrée de Nickelodeon dans l'équation, le Charmix finira par devenir le nom officiel du Magic Wings, mais on en reparlera d'ici quelques minutes. Ce qui est intéressant de constater avec cette première forme, c'est qu'elle s'affirme en bousculant les codes de la figure féerique classique. Aussi, on peut remarquer que bien que chaque transformation s'inscrive toujours dans une combinaison d'éléments définis, celle-ci se veut malgré tout unique et adaptée à chaque fée par une couleur attribuée et des formes qui se réfèrent à leur pouvoir. Et pour finir, je dirais que le Magic Wings s'est affirmé comme la forme la plus culte de la franchise parce qu'elle a su à son époque surprendre par son originalité certaine. Et donc c'est à nouveau par Bloom que nous commençons. Pour chaque Wings, j'ai décidé d'illustrer davantage à travers leurs formes féeriques, leurs arcs narratifs, mais je suis bien entendu allée au-delà, parce qu'en fait c'est tout à fait ce qui définit une transformation, la matérialisation d'un changement chez un personnage. En gros, vous allez voir, j'ai surtout ajouté ma petite touche, une vraie appropriation qui correspond à ma propre vision des personnages. Ici, la première forme féerique de Bloom illustre son histoire, entre autres ses origines qu'elle s'apprête à découvrir. L'élément central de tout ça, c'est le feu. En effet, ici le feu représente à la fois son pouvoir, son histoire, son tempérament et son rôle au sein de la dimension magique et de son équipe. De fait, on pourrait dire que deux notions s'opposent dans la symbolique de la flamme, la vie et la mort. Mais tout comme le bien et le mal existent dans un équilibre qui sous-entend que l'un n'a pas de sens sans l'autre, ces notions de vie et de mort, de début et de fin, de protection et de destruction sont en réalité imbriquées, formant une réalité nuancée et complexe. Et justement, ces notions s'affrontent au sein du personnage de Bloom. Enfin, quand même, imaginez-vous à sa place. Bloom est tout de même passé d'une existence insignifiante à une existence quasi vitale pour une dimension inconnue. En effet, puisqu'elle fait corps avec le dragon créateur, c'est en quelque sorte elle qui le représente et se trouve donc en position de clé et de décision sur ce monde. Son pouvoir, en fonction de ses choix, est alors soit protecteur, soit destructeur de la forme d'équilibre qui règne sur la dimension. Au-delà de cette grande responsabilité quant à un certain équilibre qui repose sur ses épaules, Bloom est aussi confronté à un passé douloureux remettant en question les fondements même de son identité et qui deviendra par la suite moteur de son existence à travers surtout une volonté de vengeance et de vérité. Cette vengeance se veut alors destructrice et protectrice puisque à la fois elle veut se venger pour protéger la mémoire de son défunt peuple et à la fois elle veut se venger pour détruire, abattre le même sort sur ceux qui s'en sont pris à sa famille. Et tout ce que je vous dis là, c'est pour en venir à l'esthétique guerrière empruntée ici pour sa forme féerique, car je trouve que cette figure se caractérise aussi à travers cette nuance entre destruction et protection, en plus de connoter d'autres caractéristiques que l'on retrouve chez Bloom, comme la force, la virilité ou encore la volonté. En plus, j'ai voulu, à travers une esthétique un peu plus datée, jouer de la temporalité des événements pour prendre un parti plus franc que la série.
Supposons, comme il est sous-entendu puis révoqué indéfiniment dans le dessin animé, que la bataille de Domino ait bel et bien eu lieu il y a plus de 100 ans. De fait, Bloom s'inscrirait dans une époque où Magix se verrait moins avancé technologiquement. Et puisqu'il réside une imbrication à l'époque où se déroulent les événements entre une esthétique heroic fantasy qui se rapproche du médiéval et une esthétique SF due à l'importance de la technologie, il me semblait cohérent de prêter à cette première forme féerique une esthétique plus ancrée donc dans l'heroic fantasy. Finalement, à travers le Magic Wings de Bloom, j'ai tenté de proposer une synthèse du personnage avec au premier abord une silhouette confiante et affirmée qui, si l'on en creuse les détails, pose des pistes quant à sa quête d'identité, sa méfiance envers elle-même et les autres, ainsi que sa brutale découverte de son histoire et de son importance pour la dimension magique. Au sein du Wings Club, on considère souvent que c'est Bloom la leader, mais je crois plutôt qu'elle en est l'énergie. En effet, si l'on reprend les événements à leurs racines, l'initiateur même de l'aventure Wings Club, c'est notre chère Stella. Par la suite, elle sera toujours construite comme un élément fort et rythmique pour la série, le groupe et Bloom. En fait, si je tiens cette idée, c'est aussi parce que je trouve que ce personnage fait écho à l'une, si ce n'est la figure majeure du Magical Girl. Je parle bien évidemment de Sailor Moon. En effet, outre leurs apparences indéniablement similaires, leur personnalité commune ou encore leur association aux astres et à la lumière, je trouve que ces deux personnages ont une dynamique et un développement plutôt très proches. Et justement, Usagi s'affirme dans Sailor Moon en tant que leader. Alors en effet, les deux univers fonctionnent très différemment. Mais si l'on retourne au sein même de l'univers Wings Club, il est signifié que le pouvoir de Stella est directement lié à la flamme du dragon avec la figure du soleil de Solaria, source de vie de la dimension. En très résumé, c'est comme si Stella avait activé Bloom. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que je remarque que Stella rayonne au sein du groupe. Alors même si elle participe aussi souvent à la source des conflits du groupe, elle est surtout en position de dédramatisation des situations. Elle apporte toujours une certaine fraîcheur et légèreté de ton. Alors, en effet, c'est sûrement parce qu'elle est le principal ressort comique de la série, mais malgré tout, je pense que c'est une place qui n'est pas anodine. J'ai cette sensation que ses humeurs ponctuent d'une certaine manière le groupe. En plus, il est intéressant de souligner que lorsque Bloom est absente, c'est toujours elle qui s'affirme encore plus dans une position de leader et de porte-parole pour son équipe. Et je trouve que cette position s'affirme aussi dans son caractère plus tranché et franc. En gros, Stella, elle passe pas par quatre chemins, elle prend des décisions, elle agit, même si c'est souvent parfois de manière un peu spontanée, et oui, souvent pas trop réfléchi. On pourrait aussi remarquer la façon dont les membres s'ajoutent au Wings Club. Par exemple, Layla, elle se sentira intégrée qu'à partir du moment où Stella accepte sa présence au sein du groupe. Pareil pour Naboo, c'est elle qui lui dit directement qu'elle fait à présent partie de l'équipe. Dans cette idée aussi, on peut se référer à son pouvoir, la lune et le soleil, qui implicitement convoque cette relation à la journée, au temps qui passe et donc au rythme. Mais ce pouvoir, c'est aussi la lumière qui s'illustre comme un guide, un élément auquel on se rattache et qui rassure. Ce pouvoir justement la ramène aussi à son statut social de princesse et de future reine, et on peut mettre en parallèle ici encore Sailor Moon avec cette position centrale d'un individu auquel on se réfère pour se défaire du désespoir par exemple. Cette position dite de leader ne signifie pas que Stella est dans une maîtrise absolue, mais plutôt qu'elle s'illustre en guide, un peu comme une grande sœur par exemple. Du coup, ça peut être intéressant de se rappeler qu'elle a un an de plus que les autres fées. Alors même si elle a une attitude très égocentrée et narcissique, elle est pourtant très dévouée et protectrice envers ses amis. Tout ça pour en venir à mes choix pour cette première forme féerique qui, comme vous pouvez le voir, s'oriente vers une forme un peu plus divine, inspirée notamment par la Grèce antique. Et justement, pour citer une seconde figure iconique de l'animation japonaise, la princesse Athéna des Chevaliers du Zodiaque qui illustre aussi, je trouve, dans sa stature cette présence majestueuse, noble et éclairante. Bref, si Bloom est une énergie vitale, Stella en est l'initiatrice, en rythme sa circulation et s'affirme donc comme le cœur du Wings Club. Il est grand temps d'accepter la réalité, d'ouvrir les yeux sur ce personnage. On aime Flora, tu aimes Flora, j'aime Flora, on aime tous Flora. Mais je suis obligée de lui manquer de respect aujourd'hui. Oui, Flora est le point faible de l'équipe. Enfin, plus précisément, elle l'est en combat. En effet, si l'on observe son utilisation de la magie, Flora s'en sert quasi uniquement à des fins de défense, ralentir, bloquer, repousser, et pourtant il me semble que c'est avant tout un choix de la fée. En effet, il y est fait référence à plusieurs reprises, Flora est une grande pacifiste, voire carrément porte une pensée antispéciste, c'est-à-dire s'opposer à une hiérarchie entre les êtres vivants. Cette position d'une volonté d'harmonie totale du vivant la rapproche de fait davantage à la figure de la fée traditionnelle. Et justement, ici, bien que je l'ai renforcé, on pourra remarquer que parmi l'ensemble des membres du Wings Club, Flora, dans son design originel, est déjà beaucoup moins éloignée de l'image de la fée telle qu'on la conçoit.
Ce qui s'accorde aussi à sa personnalité, féminité, douceur, spiritualité, sensibilité, etc., etc. Alors Flora se construit dans une opposition et une complémentarité à la fée de la lune et du soleil. En effet, ces deux caractères ont du mal à coexister parce qu'ils s'affirment dans une forme de contraire. Stella a l'énergie vive et débordante et Flora l'énergie calme et canalisatrice. Cependant, si l'on observe la dynamique de Flora au sein du groupe, mais surtout dans sa relation à Bloom, on pourra remarquer que les deux fées occupent plus ou moins la même place. On pourrait alors dire que Flora amène un équilibre, puisqu'elle est d'un tempérament plus raisonné comparé à ses deux amies. Cependant, elle s'oppose aussi à Tecna par son hypersensibilité qui la caractérise. Ce qui est intéressant avec Flora, c'est qu'elle représente l'apaisement pour son groupe en étant comme la médiatrice au sein de celui-ci. La fée ne parle pas beaucoup d'elle, mais lorsqu'il s'agit d'écouter, elle est toujours la bonne oreille et se montre aussi de bons conseils. Elle prend soin de l'harmonie de l'équipe et lui permet de respirer. Et pourtant, Flora est la plus angoissée et se montre plus fragile face aux situations extrêmes, et donc en mission et en combat. Alors certes, elle s'illustre comme la cible facile lors d'affrontements, mais on pourrait aussi voir ça comme un moyen d'atteindre l'équilibre du groupe, puisque c'est ce qu'elle pourrait représenter. Finalement, on pourrait dire que Flora est nécessaire dans le maintien de l'harmonie du club, composé principalement de fortes personnalités, et qu'en combat, elle s'illustrerait plutôt en soutien dans les domaines de défense et de guérison. Et puisqu'elle est la force sensible du groupe, j'ai décidé de travailler davantage autour des fleurs et de leurs pétales pour sa robe, à travers une matière que l'on ne peut affirmer entre tissu et végétal. C'est aussi un moyen de renforcer cette idée que Flora est un être entre humain et végétal. Et donc pour aller plus loin, on pourrait se demander si justement cette matière végétale ne ferait pas partie intégrante d'elle-même en tant qu'harmonie du vivant. C'est-à-dire par exemple que ses fleurs et ses pétales feraient peut-être donc partie directement de son corps et de son organisme. Et imaginez en combat, ce serait trop stylé que Flora puisse emprunter des caractéristiques végétales pour se défendre, comme faire pousser une armure d'écorce sur sa peau par exemple. Enfin, on sous-estime peut-être finalement l'importance de Flora, parce que c'est peut-être avant tout elle qui permet la coexistence du Winx Club. Pour moi, Musa est un électron libre. Elle a en quelque sorte une attitude plus subversive, et il serait intéressant de constater que son pouvoir est avant tout un moyen de semer le trouble et la confusion. Alors, son pouvoir de la musique se rapprocherait d'un pouvoir psychique avec une corrélation entre musique et émotion. En effet, Musa est un personnage torturé qui pourrait se rapprocher de cette figure plus ou moins fantasmée de l'artiste maudit. Et donc ce ne serait pas un hasard de jouer de sa sensibilité à fleur de peau, notamment dans sa relation ô combien controversée avec Riven qui s'illustre comme la plus tumultueuse de la franchise. Musa est un personnage imprévisible. De prime abord, elle s'illustre comme quelqu'un d'indifférent et de détaché. Cependant, si elle ne parle pas beaucoup, c'est surtout parce que son caractère solitaire est accentué par le fait qu'elle se laisse bien souvent submerger par ses émotions négatives et ses souffrances. Elle a beaucoup de mal à communiquer, à s'exprimer et donc bien souvent s'emporte sans que personne ne puisse comprendre ou voir venir ses réactions explosives. De plus, de caractère têtu, elle peut parfois s'affirmer, en tout cas dans les débuts, en opposition au club. Mais son indépendance est aussi une force, car elle est la plus encline à se débrouiller seule. Cependant, comme Bloom et Stella, de son show, elle a tout de même tendance à foncer tête baissée. Et puisqu'elle s'affirme davantage dans une forme de pessimiste, cela la met, je trouve, par son fonctionnement et son histoire, dans un lien étroit à la figure de la sorcière dans cet univers. Alors, il serait peut-être signifiant de rappeler qu'elle est le seul membre du Winx Club à avoir usé de magie noire, moment indéniablement culte d'affrontement contre Stormy d'ailleurs. En effet, Musa semble parfois plus portée par ses souffrances et donc être plus encline à puiser dans cette énergie négative. C'est un personnage tout en paradoxe, elle donne toujours l'air de savoir où elle va et pourtant elle se sent vite déstabilisée. Elle aborde toujours une attitude détachée et pourtant elle est constamment sur la défensive. Elle se montre toujours très forte et pourtant elle est capable de céder rapidement au désespoir. Elle se montre à la fois féroce et inoffensive. Elle pacifie et à la fois elle se montre très conflictuelle. Elle est à la fois apaisante et pourtant pas du tout apaisée. Bref, c'est un personnage clivant et qui, je trouve, s'affirme parfois comme le plus nuancé du groupe, en tout cas dans les débuts. En jouant un peu plus de sa palette et d'un look plus proche de celui des sorcières, je voulais justement mettre en avant cette ambivalence qui plane autour de la fée de la musique. Elle est le personnage que je trouve le moins binaire dans ce rapport fée-sorcière. Finalement, c'est difficile de vraiment cerner Musa, c'est pourquoi je n'ai pas fait de choix unique, ce qui permet de former une sorte d'ensemble désorganisé et asymétrique. Caractériel et chaotique, finalement, c'est comme ça que j'ai représenté notre chère Musa, ou plutôt, c'est ainsi qu'elle ressort au sein du groupe que je réinvestis.
Tecna est sans aucun doute avant tout une grande calculatrice. J'ai souvent dit qu'elle était la Winx la plus forte dans les débuts, mais c'est surtout car c'est une fine stratège et qu'elle s'impose souvent en opératrice, à distance ou non, des missions. On va pas passer par quatre chemins, c'est une évidence, Tecna est le cerveau du club. Dans la première saison, elle ne se fie qu'à sa logique et semble alors un peu plus mécanique et robotique qu'humaine. En combat, elle se repose avant tout sur sa raison et ne laisse pas vraiment place aux sentiments. Elle semble sans faille et imperturbable, ou en tout cas c'est ce qu'elle tente d'être. Pour Tecna, l'ordinateur est très certainement un idéal véhiculé notamment par la culture de Zénith, son royaume natal. Alors agir de manière algorithmique est sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse. Elle ne semble pas très ouverte aux propositions des autres et peut se montrer un peu capricieuse entre guillemets parce qu'elle pense juste avoir toujours raison, ce qui la met parfois en position conflictuelle et méprisante face à ses amis du Winx Club, et aussi face aux spectateurs parce que je pense que si elle est aussi sous-cotée, c'est parce que les gens la trouvent chiante, et c'est vrai parfois elle est un peu chiante. Pour sa forme féerique, j'avais envie de donner à Tecna une allure qui s'approche d'une sorte d'androïde, un peu comme son prototype Tina finalement. Et oui, parce que dans Magical Bloom, ce que j'adore avec cette première version de Tecna, c'est justement le fait qu'elle soit un robot. Dans la première vidéo, j'avais justement évoqué mon envie de pousser plus loin mes idées et l'excentricité de l'univers. Alors cette fois je me lance vraiment avec cette proposition, et si Tecna était un cyborg? En effet, si on se fie à l'importance de la technologie pour Zénith, il me semble intéressant de supposer que ses habitants sont en majorité améliorés technologiquement. Justement, je l'avais rapidement évoqué lors de la création de son design dans la vidéo précédente, mais l'une de mes inspirations pour elle, c'est Ghost in the Shell. Et moi j'adore Ghost in the Shell, donc j'avais vraiment envie d'injecter un petit peu de cet esprit dans ma proposition pour Tecna. Par la suite, j'ai remarqué une potentielle petite incohérence parce que visiblement la ligne est fine entre l'usage de la magie et de la technologie chez la fée de la technologie. En effet, dans l'univers du Winx Club, bien qu'il y ait une distinction faite entre magie et technologie, il y réside cependant une imbrication certaine. Comme pour Musa, on pourrait alors affirmer une nuance ici aussi, mais cette fois entre fées et spécialistes. C'est-à-dire que visiblement, ce qui diffère entre les deux écoles de magie et l'école des garçons, c'est l'énergie employée. Tecna me semble alors à la frontière entre usage de magie et de technologie. De plus, dans les comics, il est plus mis en avant son côté inventeur, alors pourquoi pas imaginer qu'au-delà d'une forme purement féerique, Tecna s'améliore aussi à l'aide de gadgets qu'elle aurait elle-même créés. Cette idée de cyborg et de corrélation entre magie et technologie poursuivrait également cette notion de genre abordée précédemment à travers une figure plus orientée vers une forme de non-binarité. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais moi j'ai adoré repenser Tecna. Layla fait à la fois preuve d'un esprit indépendant et d'un esprit collectif. C'est comme si elle s'affirmait à la fois en leader et en suiveur. Disons qu'elle agira seule sans hésiter si elle en perçoit la nécessité. Elle est très sportive et à ses premiers instants dans la série s'affirme dans une capacité à gérer des situations extrêmes. D'une éducation très stricte et solitaire, elle sait faire de son passé difficile une force, notamment en détournant parfois de leur contexte ses enseignements de princesse. Elle peut à la fois se montrer irréfléchie quand il s'agit de protéger dans l'urgence les personnes qu'elle aime, et à la fois agir de manière tactique quand elle ne se sent pas trop sous pression. Layla, tout comme Tecna, se construit une carapace pour donner l'impression qu'elle est inébranlable. Malgré tout, elle peut se montrer très vulnérable, ou plutôt elle se montre très faible quand il s'agit de se confronter à ses peurs et à son passé. Alors au-delà de l'image de perfection qu'elle renvoie, tout comme Musa, en réalité, elle peut se montrer rapidement submergée et déstabilisée face aux situations angoissantes. Cependant, même si elle a parfois besoin de temps, elle sait toujours retomber sur ses appuis. Aussi, Layla est fière de représenter Andros. Elle est d'une loyauté infaillible lorsqu'il s'agit des personnes qu'elle aime et estime. Elle a un fort tempérament mais s'affirme tout comme Flora comme quelqu'un d'apaisant et de discret. C'est d'ailleurs elle qui se montre la plus en mesure de jouer la rôle de confidente pour son amie de Lymphéa. Layla, au départ, ne sait pas comment s'intégrer au groupe, notamment car Stella, qui se dessine comme leader, semble voir en elle peut-être une certaine concurrence. Par la suite, les deux fées trouveront un équilibre pour insuffler cette énergie motivatrice. Layla est elle aussi très protectrice. En fait, elle s'affirme en leader dans la mesure où elle estime que le groupe n'est plus capable d'agir. Contrairement à Musa, elle est très adéquate pour un fonctionnement de groupe et s'affirme un peu comme une position de secours, car comme l'induit son rôle de fée des fluides, Layla a une personnalité et des capacités très adaptables. Elle s'inscrit en fait à mi-chemin entre le rôle qu'occupe Tecna et celui qu'affirme Stella. Pour sa première forme féerique, je me suis référée à une esthétique aquatique qui fait référence notamment au peuple des sirènes des eaux de son royaume. On pourrait imaginer que grâce à ses origines, Layla aurait des capacités propres aux créatures aquatiques, ce qui accentue son adaptabilité aux différents environnements entre air, terre et mer.
De plus, elle se montre d'autant plus sportive avec une tenue entre guillemets moins sophistiquée, plus pratique que celle de ses amis. Elle est fondamentalement plus agile et astucieuse que le reste du groupe car elle a appris à ne se servir de la magie qu'en dernier recours. Finalement, Layla s'affirme elle aussi comme une forme d'électron libre mais dans une autre mesure, c'est-à-dire qu'elle reste flexible afin de s'adapter aux besoins du groupe et des situations à surmonter. Pour conclure cette seconde partie de redesign du Wings Club, j'ai décidé de proposer aussi une version Charmix. Le Charmix est un pouvoir intermédiaire, une sorte de boost de récompense accompagnant un gain de maturité suite à la remise en question d'une fée d'un de ses défauts. Malheureusement, ce pouvoir est très anecdotique et se verra même par la suite avec les remakes de Nickelodeon supprimés. Ce qui est franchement dommage avec ce pouvoir, c'est qu'à l'image de l'antagoniste qui l'accompagne, celui-ci est rapidement oubliable. En effet, contrairement au Magic Wings qui possède une esthétique impactante, le Charmix lui n'a pas su s'imposer en s'illustrant uniquement à travers une broche et un sac à main qui somme toute me semble être un accessoire un peu encombrant en combat et même plutôt inutile. Genre, à quoi il sert le sac à part faire joli? Bref, j'aime l'idée du Charmix mais je n'aime pas sa forme qui pour moi ne prend pas un sens autre qu'esthétique et c'est quand même bien dommage pour un boost de puissance magique. Donc ici, pour mes versions, j'ai décidé de vraiment proposer des versions améliorées de mes formes Magic Wings pour vraiment induire cette idée de gain de force. Pour chaque Wings, j'ai décidé de conserver la broche du Charmix car je trouve que c'est quand même un élément intéressant et significatif puisque situé près du cœur des personnages. Bon, là pour Tekna et Musa, j'étais franchement embêtée parce qu'avec la pose, on voit pas leur cœur, du coup j'ai mis la broche ailleurs. Bon, tant pis, hein. Enfin, ce n'est pas le plus important. En fait, ici, pour chaque tenue, j'ai voulu poursuivre cette idée d'une étape franchie dans les développements du personnage. La chevelure découverte de Bloom qui symbolise une prise de confiance en elle et en son histoire. La responsabilité plus affirmée de Stella par l'ajout d'un drapé pour élever sa silhouette. L'affirmation de Flora au sein du groupe par une tenue plus imposante. Le gain de confiance de Musa, que ce soit en elle ou les autres avec une affirmation de la symétrie. La robotisation plus assumée de Tekna et donc la prise de conscience de son manque de sensibilité. Et avec la couronne, la royauté et donc le passé accepté de Layla. Et puisqu'il s'agit d'un boost, j'ai imaginé que les fées débloquaient et amélioraient leurs compétences par des accessoires ajoutés. Bloom avec les griffes et les écailles plus présentes qui lui donnent, à l'image par exemple de Naruto sous la forme de Kyuubi, des capacités inhérentes au dragon mystique, qu'elles soient maîtrisées ou non d'ailleurs. Pour Stella, des lunettes de soleil propres à Solaria qui permettent de ne jamais être aveuglée. Voir clair même dans l'obscurité, une sorte d'immunité aux illusions et plus littéralement une vision nocturne. Flora, en alchimiste accomplie, aptitude plus présente dans les comics mais existante, se voit dotée du nécessaire pour transporter et confectionner potions, remèdes et élixirs. Pour Musa, un micro afin de faire de sa voix une arme redoutable, renversant de fait cette idée qu'elle n'est pas capable de communiquer puisque maintenant plus ouverte à l'échange. Tekna dotée de jambes mécaniques, d'un bras robotique et d'un cerveau augmenté, le tout relié, fait à présent corps avec la technologie, être algorithmique et sensible, une véritable intelligence robotique peut-être. Et finalement, Layla se voit dotée de nageoires et d'une cape de vague améliorant ses capacités sous l'eau, mais également sa vitesse et son agilité. Et voilà, je vous laisse le temps de découvrir les compositions finales. Je suis encore plus content et satisfaite des résultats que je trouve plus personnels et cohérents. Aussi parce que cette fois, j'ai vraiment utilisé la même technique de colorisation pour chaque fée. On a un ensemble qui est vraiment un ensemble. Je me suis franchement éclatée et je suis content aussi d'avoir pu vous partager ma vision élargie du Wings Club. Comme la dernière fois, j'attends vos retours avec impatience et j'ai super hâte de savoir ce que vous auriez fait à ma place. La prochaine vidéo portera sur les Comics Wings Club et après peut-être que je vous proposerai qu'avant d'aborder le premier film, on s'aventure vers d'autres horizons. En attendant, c'est fou qu'on soit maintenant plus de 1000 ici. Vraiment, merci beaucoup. Continuez de partager, aimer et commenter, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Sans votre soutien, ça serait impossible. Et ça me permet aussi à moi de pouvoir vous proposer du contenu plus régulièrement. Bref, on se retrouve très vite. À bientôt!